émission est enregistrée la journée des droits de la femme. Elle sera rediffusée, mais sachez qu'elle a été faite ce jour-là et malheureusement, la femme principale de l'équipe, elle n'est pas là puisqu'elle s'occupe au sein du barreau de Fort-de-France d'honorer les femmes et la justice. Elle a d'ailleurs écrit un petit livre, un livre pour un petit livre, avec Dina Riwal sur les femmes dans la justice, qu'elle est en train pour aujourd'hui pas d'inaugurer, on n'inaugure pas un livre, mais de dédicacer, de présenter au public d'abord Joël. Bonjour, M. Bouddha. Bonjour, M. Danlin Carter. Bonjour, M. Marajo. Bonjour, M. de Rénal. Bonjour aux téléspectateurs, bien sûr. On va être très officiel aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, M. de Rénal. Bonjour à tout le monde. Oui. M. Eddy. Il faut quand même rappeler que cette émission a très mal commencé, donc dans le sourire le plus total. Donc, bonjour à tout le monde. Pourquoi? Quand elle commence à le sourire, elle commence Mal. Non, il faut que les gens sachent qu'avant l'émission, il y a une rafale de blagues qui ne sont pas reproductibles dans le cadre d'une émission aussi sérieuse. Totalement interdit. La distribution des sujets aujourd'hui sera la suivante. Eddy va nous parler d'un procès en diffamation dont il a été le participant. Je ne dirais pas la victime, puisqu'il en sortira indemne. C'est l'affaire Madivial contre Marajo. Il nous parlera également de la prestation des députés s'agissant du chlordécone. Ce que ça va donner, les députés votent pour reconnaître la responsabilité de l'État. Et puis il va nous parler de Michel Onfray, parce que c'est un homme de culture, donc du dernier ouvrage de Michel Onfray, qui dit, entre autres, j'aime les incandescents de la foi, les gens qui brûlent de foi. Emmanuel va nous parler de la dépollution des sols de pesticides, ce qui est un enjeu environnemental très important pour nous. Et puis Christian, non, je continue avec Emmanuel, après je reviendrai parce que vous vous souvenez qu'à une époque, la ganja, la marijuana, le spliff, comment on dit ça, le spiff. Tu as dit ça vite et bien, c'est une chose à laquelle je suis habitué. On me retire un médicament, voilà le titre de la fiche de l'article que j'ai trouvé pour le soumettre à la perspicacité d'Emmanuel. La fin des stocks de fleurs de cannabis médical. J'ai découvert qu'il y a des fleurs de cannabis médical qui plongent les patients et les médecins dans l'inquiétude. C'est assez surprenant. Christian va lui aussi nous parler de chlordécone, mais des solutions qui pourraient être trouvées pour la Martinique spécifiquement. Et puis, il va prendre tout son temps pour nous parler de son vieux camarade Simon Jurade. OK, on y va. La coopérative d'élevage en Martinique compte 90 adhérents producteurs, 90 salariés directs, 100 indirects, et la masse salariale est de 26 millions d'euros. Et M. Marajo trouve l'occasion de ne pas toujours dire du bien de cette coopérative, et raison pour laquelle son directeur, ou son gérant, ou son PDG, je n'en sais pas la forme, son président, parce que c'est une coopérative, lui a fait une procédure en diffamation qui s'est déroulée la semaine passée, ou il y a 15 jours. Le 26. Le 26, oui, devant la 17e chambre correctionnelle de Paris, dans le froid, dans la brume et dans la pluie. Et à l'occasion, M. Marajo est allé au salon d'agriculture. Enfin, il a profité. Raconte-nous tout ça, sans omettre le salon d'agriculture. Parle-nous d'abord du le salon d'agriculture, j'ai été invité par Madame Di Geronimo sur le stand du CMT et du stand de la Chambre d'agriculture. Donc, j'ai passé un petit moment avec M. José Maurice. Et puis, après, j'ai été faire un tour sur le stand de l'UGP-BAN, à Banane. Et je partais, ils m'ont invité les planteurs m'ont invité à déjeuner avec eux. Et comme tu es une personne tout à fait normale, bien dans ta peau équilibrée, tu te retrouvais à manger avec, de leur nom. Il y avait Juvenal Rémire, il y avait Alexis Gouillet, il y avait Nicolas Maraudet-Grotte, il y avait un salarié de l'UGP-BAN. Et comme nous sommes dans un pays sans angoisse, sans problème, sans persécution mentale, et tu as eu droit d'un sorte de petit pic sur les réseaux sociaux, il dit Marajo avec les béquets. C'est un peu ridicule. Alors pardon, laissons tomber. Non, j'aimerais quand même répondre à ça. C'est sympathique parce que
Maintenant, il est interdit de manger avec un certain nombre de gens. Donc là, il est interdit de manger avec les béquets. Donc bientôt, c'est interdit de manger avec les Noirs, Les Chabins. les mulattes, et puis les Blancs, etc. Non, mais et puis bientôt, il serait interdit de manger tout court. Ah ben oui. Pendant qu'on y est. Surtout pendant qu'on y est. Bon, ça, c'est donc, réglé. pour revenir au procès en diffamation, c'était sur deux affaires. La première affaire, c'est le fait que j'avais annoncé en télévision que, comme j'avais été victime de menaces de mort venant du président de Madivial, j'avais porté plainte. Donc ça, c'est la première affaire. Le président Madivial disait que ça, c'était une diffamation. Puis la deuxième, j'avais repris en télé les propos de Juvénal Rémire, et puis de manière plus ancienne, les propos de David Jarin, qui accusait Madivial d'un certain nombre de choses. Qui avait un élevage de lapins, c'est ça? Oui, voilà. Et donc, le fait de reprendre les propos avait été jugé diffamatoire. Voilà. Non, c'est plus généralement, on a en Martinique un certain nombre de comportements qui sont des comportements qui relèvent très concrètement de choses inadmissibles, on va dire ça comme ça. Et alors, je ne parle pas des comportements des coopératives. Bon, on a des preuves accablantes de ce que, à la fois, David Jarin et Juvénal Rémire dénoncent. Je vais vous donner des exemples. J'ai une photocopie d'un chèque qui a été fait par un dirigeant d'une entreprise industrielle, un chèque personnel, pour rémunérer des dirigeants de coopératives avec l'argent qui a été obtenu par la vente de poulets frelatés. Donc ça, c'est pas contestable. J'ai des photocopies de chèques d'une coopérative qui ont été remplis et signés par le président de la coopérative qui paye ses ouvriers avec l'argent de la coopérative. Ça, c'est incontestable. C'est propres ouvriers. C'est propres ouvriers. En fait, voilà. Alors, le comportement dont je parle, c'est un comportement de harcèlement juridique pour empêcher des gens de dire la vérité. Alors, en l'occurrence, moi, je n'ai fait que reprendre les propos des gens que j'avais en face de moi. Mais il y a de fortes chances qu'on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut, le message qu'on doit faire passer à ces gens-là, c'est qu'on ne peut pas utiliser de l'argent public pour s'enrichir. Que des gens trichent avec de l'argent privé entre eux, on n'en a rien à faire. C'est dans l'air du temps, tout le monde a fait ça. Mais prendre de l'argent public pour s'enrichir, et puis surtout s'enrichir sur une base qui est une base de malfaçon, de contrefaçon, de triche, c'est pas acceptable. Donc le message que moi j'ai envie de faire passer, c'est à trop attaquer les médias, vous forcez les médias à s'intéresser à vous. Et c'est ça qui va se passer dans les semaines qui viennent. Les médias vont s'intéresser à un certain nombre de choses qui sont inacceptables, proprement inacceptables. Voilà la leçon que je tire de ça. Et puis la deuxième, c'est que c'est plus la peine de dire on va dépayser pour éviter que les témoins viennent. Ce qu'on constate, c'est que, et moi ce que j'ai constaté, c'est que les magistrats s'étaient intéressés au dossier. Parce que, effectivement, le pari aurait été de dire, comme les mecs sont à 8000 km et que ça se passe, c'est l'une des premières questions qui m'a été posée, mais qu'est-ce que vous faites là? Il n'y a pas de justice en Martinique. Mais demandez à la partie civile pourquoi on est là. Pourquoi elle a signé pourquoi elle a signé Puisque juridiquement, elle pouvait le faire. Elle pouvait le faire, parce qu'il faut expliquer aux gens que quand on fait, en matière de diffamation, à partir du moment où ça touche à l'Internet, tous les tribunaux de France sont compétents. Voilà. Donc voilà les messages et les enseignements de cette histoire. Et je rappelle que le média Interentreprise, qui avait déjà été attaqué par Madivial, a été relaxé de toutes les attaques de diffamation. Donc je vous recommande la lecture de ce journal Interentreprise sur un dossier spécial. Comment s'appelle cette journaliste Francette Florimond. Francette Florimond. Voilà. Elle a été lavée de toutes les attaques en diffamation. Et ce document, il est central. C'est lui, et moi je veux saluer le courage de cette dame. Parce qu'en face, il y a des gens qui sont terribles. Hein. Il y a des gens qui menacent, il y a des gens qui attaquent. Tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les éleveurs font un super boulot. Mais les gens qui sont à la tête de ces
coopératives, ce sont... Pas toutes. Ah, ben, les coopératives qui ont été fusionnées à l'intérieur de Madivial. Oui, mais pas les autres. Non, mais il y a d'autres. Non, je parle de celles qui m'ont attaqué. Voilà. Ce sont des gens sur lesquels pèsent des soupçons très très forts. Il faut que je donne quand même une information, parce que il y aurait attaqué moi, donc là, je vais répondre. Il y a de très fortes chances qu'une enquête criminelle soit en cours contre ces gens-là. Et ça vient directement du parquet. Donc, il faut tenir. Moi, je dis aux éleveurs, tenez et faites un effort pour vous débarrasser de ces gens-là. C'est difficile. Parce que l'éleveur, lui, il est dans le nez dans le purin. Et je comprends leurs craintes. Parce qu'effectivement, si ça s'écroule, mais ça ne va pas s'écrouler. Et puis l'éleveur dépend aussi de la nomenclatura, de la direction de la coopérative qui fait des avantages, qui fait un crédit. Donc, il y a beaucoup de ficelles qui permettent de tenir. Moi, j'aimerais citer une coopérative qui est exemplaire et qui s'est sortie de ça, parce que ça ne fonctionnait pas bien à l'époque. C'est la CODEM, et qui est présidée par André Prosper. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent faire du boulot correct, gagner leur argent, prospérer de manière honnête. Pendant qu'on y est, une qui s'en est sortie de ça, je pourrais pas formuler très bien, c'est Copmar, la coopérative, la Copmar également. Exactement. Des camarades que je salue qui font un élevage. Bon, on a joué dans le purin, on a joué dans des choses pas très gaies, mais c'est ça la réalité. C'est à ça que c'est un contretemps. Dépolluer les sols de pesticides, un enjeu environnemental majeur. La contamination des sols par les pesticides, M. de Rênal, affecte la qualité de ces sols, des eaux et de la nourriture. Ces pesticides peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine et sur la biodiversité. On peut régler le problème. Il existe plusieurs techniques, mais... lesquelles et comment et à quel coût? C'est vrai que depuis l'avènement de l'agriculture intensive, les sols sont soumis à pression, notamment par l'usage de pesticides. Ça fait plusieurs décennies que ça dure. Et c'est vrai qu'au niveau mondial, on constate un appauvrissement des sols, ce qui est quand même très problématique, parce que derrière ça, il y a l'alimentation, il y a l'eau, enfin, il y a beaucoup de phénomènes. Donc c'est important aujourd'hui, et je pense que la prise de conscience est là. Comment agir pour corriger des travers que l'homme a affectés à ces sols. En Martinique, ça nous parle bien, puisqu'on vit le drame de la chlordécone qui touche nos sols, et donc ces préoccupations de dépollution de sols sont d'autant plus importantes. Alors, il y a beaucoup de techniques qui existent. La plupart d'entre elles sont coûteuses. Oui. Donc, il y a un problème d'économie de mise en œuvre. Je vais vous en répertorier 3. Il y a les techniques qui relèvent de l'action physique sur les sols, notamment le principe qui consiste à excaver, donc à sortir la terre des sols, traiter cette terre notamment par chauffage ou en brûlant la terre, en quelque sorte, pour détruire les molécules de pesticides. Ça, c'est une technique qui existe, mais qui est extrêmement lourde, extrêmement coûteuse, et qui n'est efficace au fond que sur des sols faiblement pollués. Il y a des techniques chimiques, où là, on va mettre des agents chimiques dans la terre pour pouvoir déconstruire ou déstructurer les molécules. Là encore, ce sont des techniques qui sont prometteuses, donc qui méritent que la science se penche dessus pour aller plus loin, mais avec des incidences potentielles. De dire, est-ce qu'on ne crée pas une nouvelle chimie dans le sol non plus? Est-ce qu'il n'y a pas un effet collatéral qui sera encore plus dangereux que les molécules existantes? Donc ça fait partie des champs d'investigation. Et puis une troisième catégorie d'action qui relève de la biologie. Alors ça, pour moi, c'est probablement l'ensemble des techniques les plus prometteuses. La biologie, consiste à faire confiance à ce que la nature possède déjà pour pouvoir agir favorablement sur les sols. 2 grandes techniques, planter certaines plantes dans des sols pollués et faire en sorte que ces plantes aspirent et retraitent les molécules de pesticides. Donc ça existe. Il y a différentes techniques qui ont été faites avec une certaine limite, parce qu'une fois que les plantes absorbent les molécules, la molécule se retrouve dans la plante, qu'est-ce qu'on fait de la plante? Voilà, c'est ça. Donc ça, mais bon, en tout cas, il y a de vrais progrès à ce niveau-là. Et puis, il y a la formule d'amendement biologique.
Alors là, je voudrais vous faire un petit chapitre sur une expérience que j'ai vécue personnellement. Vous savez qu'au François, il existe une entreprise qui s'appelle Holdex, qui fabrique du terreau avec de l'amendement biologique dans ces terreaux. Et donc, c'est une entreprise qui est dirigée par quelqu'un qui s'appelle Mike Bernus, qui est un personnage très intéressant puisqu'il a creusé le sujet de manière empirique au début. Donc, il fabrique ses engrais, il met ses amendements biologiques dans ses engrais, et il constate que quand il répand cet amendement sur des terres polluées, il constate de manière empirique que la molécule de chlordécone se désagrège et qu'elle disparaît. Donc, il a une intuition, il dit, mais là, il y a un truc formidable. Il commande une étude au CNRS, à ses frais, pour essayer de valider son hypothèse. Donc ça remonte, je vous parle de ça remonte à 4 ans. Le CNRS fait son étude avec les apports techniques que fait la société Holdex, notamment en focalisant sur des algues sargasses polluées mélangées à ces amendements organiques. Et le rapport du CNRS est sans appel, ça fonctionne, la molécule est désintégrée, et donc c'est très prometteur. Et là, la question qui se pose, c'est que devient cette molécule désintégrée? Est-ce qu'elle a disparu ou est-ce qu'elle a muté en autre chose? Voilà où on en est. Et à ce stade, 4 ans après, personne ne sait réellement ce que devient cette molécule. C'est quand même incroyable. Lui, le dirigeant de Holdex, dont ce n'est pas la vocation, sa vocation c'est de vendre ses terreaux, il dit, bon, ben, j'ai fait mes études, j'ai mes dispositifs, j'appelle les différentes autorités publiques, collectivités, États, groupements, pour dire je vous mets à disposition tout ça, mais il reste une étude pour valider tout ça. Lui, il estime qu'avec 2 ou 3 millions d'euros, on valide définitivement et on règle, entre guillemets, le problème par un investissement de recherche. 3 millions d'euros, c'est une paille en regard des budgets des plans chlordécone, entre parenthèses. Et là, il me dit, bon, bah, manifestement, ça n'intéresse personne, au point qu'on se met à douter de la volonté politique de dépolluer le sol. Je rajoute à ça qu'en 2019, c'était en plein, on sortait du premier épisode de la Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avions eu la visite en Martinique d'un personnage mondialement connu qui s'appelle Gunther Pauli. Gunther Pauli, on le surnomme le Steve Jobs de l'économie environnementale. C'est sans doute la personnalité dans le monde la plus performante dans toutes ces solutions d'économie verte, bleue, enfin des économies de transition écologique. Il a inventé des centaines de solutions et il vient en Martinique, il passe 3 jours. Je l'emmène voir la société Holdex. Et voilà, vous qui êtes un grand savant mondial, discuter avec M. Bernus. La discussion a lieu, j'assiste à cette discussion. Ensuite, je déjeune avec lui, il me dit, mais vous avez la solution, elle est là. Moi, je peux vous dire que la solution est là et que la dépollution n'est pas très compliquée. Il faut en effet un petit peu de volonté politique, parce que ça va prendre quelques temps. Enfin, il me décrit un peu les processus. Mais, et moi, je sors de là gonflé à bloc en disant, ça y est, on a... Voilà. Et donc, je vous raconte ça pour vous dire que 4 ans après, ça n'a pas bougé, et ça, c'est un petit peu désespérant. Mais encore une fois, voyons le verre à moitié plein, la solution existe, et la solution biologique existe, et en Martinique, nous avons la capacité de transformer tout ça et de dépolluer nos sols. Notre émission s'appelle « À contre-temps ». C'est à contre-temps de l'air ambiant, de l'atmosphère un peu nauséeuse. Cette question du chlordécone qui nous déprime, qui nous stresse, qui nous fait peur. On parle de pollution, 700. On a commencé par dire 750 années terre polluée, on a diminué à 300 et puis maintenant on dit à 100. Christian, dis-nous un petit peu aussi dans le cadre des solutions, ce qui vient d'être découvert, mis au point par... Moi, je craigne un petit peu parce que je disais à Gérard, mais on a les mêmes sujets. Mais enfin, on va essayer de... Pas du tout. N'est-ce pas, oui, mais c'est le même thème, mais c'est pas alors, le même bon, angle. rapidement, je vais dire que ça fait 30 ans que le problème est posé, et ça fait 30 puisque, rappelons que la chlordécone a été répandue entre 72 et 93, donc 21 ans. Rappelons également qu'il y a 1 à 10 kilos de pollution par hectare. Okay? Rappelons également que la chlordécone est considérée comme un monstre chimique. Bon.
Et puis rappelons que la chlordécone ou les pesticides ne concernent pas que la Martinique. Tu le rappelais notamment dans une télévision l'autre jour. Il y a beaucoup, et d'ailleurs, je prends appui sur Eddy parce que Eddy disait que ce que nous demandons, d'autres régions peuvent le demander en matière de réparation. Ils commencent à la demander. Commencent à le demander. Donc en réalité, nous ne sommes pas les seuls. Bien, c'est un problème général. Il faut rappeler que la personne qui a levé le lièvre, c'est quand même Emmanuel de Rênal, qui a cité une étude de la recherche de pesticides dans l'air. Et on a trouvé de la chlordécone dans quasiment toutes les villes françaises. La preuve que la France a été polluée par la chlordécone, notamment à Paris et à Bordeaux. Absolument. Dans l'Île-de-France. Alors, on a bien vu que ce sujet a été posé à l'Assemblée nationale, avec des votes assez significatifs, je dirais. Il va en parler tout à l'heure. Voilà. Et puis, le Sénat aussi, il y a une commission au Sénat qui s'appelle l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui a été bien évidemment destinataire d'un certain nombre de communications sur les solutions de dépollution. Ouais. Et comme tu le disais, est-ce qu'il faut traîner tout le temps cette espèce de frustration, on nous a pollués, on nous a assassinés, ou trouver des Les solutions? solutions, puis pas finir puis ça en passant à Les autre chose. problèmes existent, mais ce sont les solutions qui sont fondamentales par rapport aux problématiques. Alors, effectivement, tu le disais, il y a un certain nombre de progrès scientifiques qui se sont réalisés et qui font que on passe de 350 ans, qui était dit dans le rapport de 2009, à aujourd'hui 100 ans. Et on verra bien qu'apparemment, à travers les solutions qui sont proposées, on peut avoir des résultats aussi assez extraordinaires en moins de temps. Alors, là, j'ai répertorié les méthodes et techniques dont tu peux parler tout à l'heure, Emmanuel. La séquestration du chlore dans les sols. Tu en as parlé un peu, parce que le chlore est bien enfoui. Donc, il y a aujourd'hui des techniques qui permettent de séquestrer, absolument. Ça se dit, ça, déséquestrer, oui, c'est ça. Tout à fait. Oui. Tu as parlé aussi d'ajout de matières organiques. On s'est rendu compte, effectivement, qu'il y a un certain nombre de matières organiques qui peuvent favoriser, effectivement, la disparition d'un certain nombre de ces bactéries. Alors, cependant, il est considéré que le zéochlordécone est peu probable. C'est clair. Il y a une troisième solution, c'est celle du charbon actif pour dépolluer notamment les eaux. Les eaux, absolument, c'est très important. Et puis aussi, en matière de bovins et d'animaux, on se rend compte que si on met en place des forages sains, 2 ou 3 mois avant l'abattage, ça baisse sensiblement, effectivement, les affectations des animaux. Et puis, on a un processus qui s'appelle de décontamination par micro-ondes. On s'est rendu compte aussi que cette technique est aussi intéressante. Il y a enfin l'androzone, c'est-à-dire un sol humide peu évolué de montagne et riche en matière organique qui peut être apporté et puis contribuer, si vous voulez, à dépolluer les sols. En tout cas, le résumé, c'est qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'efforts, un certain nombre d'initiatives qui peuvent amener à des résultats probants. Et je pense que c'est ce sur quoi on devrait se concentrer, en tout cas. Alors, cette commission a mis l'accent sur une nouvelle méthode. Il s'agit, comme tu le disais, de l'utilisation des micro-ondes. Ça paraît intéressant parce que c'est moins dispendieux, moins cher. Donc, oui, avec des résultats jusqu'à 90% de dépollution. Donc, c'est très, très prometteur. Il y a une étude qui vient de sortir et ils sont en pleine expérimentation là. Et donc, on devrait effectivement avoir de vraies informations. Et particulièrement efficace sur les sols humides, oui. Ce qui est notre cas dans le Nord en particulier, qui a connu la banane, ça s'appelle les androsols. Enfin, c'est vraiment pile poil. Pour avoir une expression facile, ça serait la solution pour nous. Alors, juste rappeler quand même que la chlordécone concerne les produits qui sont enfouis sur terre et non forcément les produits qui sont comme les bananes ou autres ne sont pas comme les aubergines, enfin peut-être pas les abricots, enfin tous les fruits suspendus ne sont pas concernés. Ne sont pas vraiment concernés. Alors peut-être que toute l'énergie, tous les fonds, tous les capitaux, le plan chlordécone, le plan 4 chlordécone de 130 millions d'euros, je crois, devrait être orienté sur cet aspect, de régler la solution. Parce que, c'est vrai que c'est le fonds de commerce de beaucoup de personnes. Le fonds de commerce de beaucoup de personnes, c'est effectivement la déchirure sociale et ethnique de ce pays-là. On entretient ça aussi. Il y a la chlordécone, là où le chlordécone, qu'est-ce qu'il y a encore comme chose que l'on ressasse de façon récurrente. Ce qui a existé et ce qui n'est plus ce qui était, c'est le colonialisme, qui est devenu une forme acceptée de néocolonialisme, on l'a accepté, donc ça n'est plus. L'acceptation à la grande majorité fait que c'est plus du colonialisme, c'est une situation peut-être de lâcheté, peut-être de tout ce que l'on veut, mais
c'est accepté. Alors peut-être qu'on devrait s'arc-bouter, les épaules, comment on dit, Les épaules. on devrait tous se mettre ensemble et puis essayer de trouver des solutions. N'est-ce pas, Eddy? Eh bien, moi, je me bats pour ça depuis plusieurs années. Nous. Et mais bon, explique, alors, est-ce que les députés, parlons un petit peu de la tentative des députés de donc, régler. de voter pour reconnaître la responsabilité de l'État. Voilà. Bon. Alors, depuis plusieurs années, nous, de notre côté, nous réfléchissons à trouver les voies et moyens d'impliquer les gens qui sont responsables de cette pollution. Et au-delà de la pollution, responsable des conséquences sanitaires de la pollution. Oui. Ok. Bon. Parce que, bon, je crois que ça fait plus de doute que les pesticides, de manière générale, la chlordécone en particulier, mais bon, les pesticides ont un effet direct sur la santé des gens. Bon. On a bu du DDT au robinet pendant des années. Là, on sait que bon, il y a la chlordécone, il y a aussi le glyphosate. Bon, aux États-Unis, il y a des procès innombrables. Monsanto, créateur du glyphosate, est attaqué, racheté par Bayer, etc. Bon, et puis il y a une autre voie qui est celle de la responsabilité des autorités qui ont autorisé la diffusion et l'utilisation, l'usage de ces pesticides, et l'État français en est directement concerné. Alors il y a des députés, et à mon avis des députés très intelligents, en particulier M. Calafert, Élie Calafert, qui est un député guadeloupéen socialiste, qui introduit une proposition de loi visant à la reconnaissance de la responsabilité de l'État. Alors, rappelons quand même que entre 1973 et 1990, l'État français autorise l'usage de la chlordécone sur le territoire français et les Outre-mer. Et en 1990, il interdit l'usage, sauf en Outre-mer. Bon. C'est une dérogation. Bon. Mais la responsabilité de l'État vaut à la fois pour les Outre-mer, bien évidemment, mais sur l'ensemble de la France. Bon. Alors, cette proposition de loi a été votée à la majorité avec une abstention des députés républicains, les républicains, et des députés Renaissance. Pour quel motif? Alors, le motif n'a pas été exprimé de manière, je dirais, sincère. Okay, mais nous, on va dire la vérité, on est là pour ça. Il y a beaucoup de ministres LR, ex-RPR, ex-UMP, de droite, conservateurs, qui ont autorisé l'usage. Et il y a aussi, et là c'est le paradoxal, beaucoup de ministres socialistes qui ont autorisé. Bon, très bien. Les LR sont très mal à l'aise avec ça. On est conservateur chez les LR et on se dit la chose suivante. Si on ouvre la boîte de Pandore, sur un plan budgétaire, ça va être de la folie furieuse. Bon. Ça va être de toute façon de la folie furieuse parce qu'il va falloir soigner les gens. Déjà, bon, ça coûte. Alors, le dernier plan chlordécone, c'est 92 millions d'euros. Okay, 92 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires d'un hypermarché bien structuré à Fort-de-France. Okay, donc, c'est rien du tout de manière très précise. Le Renaissance dit la chose suivante. Là aussi, abstention. Mais c'est bien de s'abstenir. LR plus Renaissance, ils auraient pu bloquer la loi. Mais sur un plan de l'image, ça aurait été catastrophique. Le Renaissance dit, pareil, la reconnaissance, nous l'avons déjà exprimée à travers le président de la République, oui. Mais ce n'est pas ça que le peuple veut. Le peuple veut une reconnaissance et les conséquences de la reconnaissance, oui, c'est-à-dire l'indemnisation. Et Renaissance dit, c'est pareil, si on reconnaît, on veut bien reconnaître, mais s'il pousse le curseur jusqu'à l'indemnisation, ça va être très compliqué. Que l'indemnisation concerne les Outre-mer, bon, ça passe encore, puisque grosso modo, il y a Martinique et Guadeloupe. Okay. Guyane, je dirais aux Guyanais de faire attention, parce qu'ils ont eu le Mirex. Le Mirex, c'est un produit qui élimine la fourmi manioc. Ils ont mis des tonnes de Mirex, et le Mirex, en se décomposant, donne de la chlordécone. Donc, ils sont concernés. Donc, on va rajouter la Guyane. Bon. Et la Réunion, non. La Réunion, non. Martinique, Guadeloupe, Guyane, ok.
Bon, c'est que ça fait grosso modo 1 million de personnes. Mais s'il s'avère, si Emmanuel a raison, s'il s'avère que ça concerne l'ensemble de la population française, parce qu'on a planté de la pomme de terre un peu partout, Ça serait un précédent. on a planté de la betterave partout, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique parce que les Parisiens, les Bordelais, les gens d'Agen respirent de la chlordécone tous les jours. Voilà. Donc, il y a une prudence absolue, mais à mon avis, c'est le bon signal. C'est le bon signal, non pas pour, je dirais, le passé, mais plutôt pour l'avenir. Si ce type de loi est voté de manière régulière, ça va constituer une espèce de menace a priori Pour la suite. pour la suite. Ça veut dire qu'avant qu'un gouvernement autorise, Il va y voir. il va y réfléchir à deux fois. deux fois. C'est la valeur. Moi, j'insiste beaucoup, cette loi, elle a une valeur, en fait. C'est la volonté de voter, parce que ça doit aller au Sénat, ça va revenir, il y aura une navette parlementaire, mais a priori, cette loi va être votée. Peut-être pas sur la dimension qu'elle occupe aujourd'hui, mais cette valeur pédagogique est fondamentale pour l'avenir, C'est pour ça. préserver C'est ça. la population Oui. dans Même les si années qui même viennent. si on mitige, on réduit l'indemnisation avec des critères, on mettra des décrets d'application. Ça coûtera. Même si la dépollution des sols, comme on avait vu, Ouais. c'est pour ça que j'ai mis les thèmes dans cet ordre. Il y aura quand même un signal très très fort. Alors, il y a une valeur symbolique, c'est que c'est quand même fantastique que cette proposition de loi vienne de l'opposition socialiste, qui est quand même responsable. Les socialistes sont quand même responsables en grande partie de la pollution à la chlordécone. Mais surtout, elle est symbolique venant d'un député de l'Outre-mer. Ouais. Ça veut dire en clair que quand on regarde le truc à l'envers, finalement, heureusement que nous nous occupons nous-mêmes De de nos nos propres problèmes. affaires. Ouais. Même s'il n'est pas très content parce qu'il dit que sa loi a été, en commission, a été Hachée. hachée. On me retire un médicament, la fin des stocks de fleurs, de cannabis médical, plongée passée. Mais avant, on fait un peu de respiration, un petit jingle. C'est un sujet de société. Ouais, je suis allé trop vite. Donc, je vous disais, on me retire un médicament à la fin des stocks de fleurs de cannabis. Pas que ça c'était ni fleurs, mais c'est fleurs. Fleurs de cannabis médical qui plongent patients et médecins dans l'inquiétude. Emmanuel? Oui, alors voilà, c'est une expérimentation qui a commencé il y a 3 ans, à partir des fleurs de cannabis et de l'huile de cannabis, en fait, qu'on a donné à des médecins pour expérimenter ces usages sur à peu près 3000 patients, Oui. Notamment en soins palliatifs. Alors, la fleur de cannabis, à quoi sert-elle en réalité sur le plan médical? Alors, elle vient en traitement de plusieurs pathologies, et principalement des pathologies où il y a de la douleur, parce que c'est un antidouleur efficace. Alors, il y a des douleurs chroniques liées à l'arthrose, à la sclérose en plaques, bien souvent. Il y a les douleurs consécutives aux épilepsies. Donc, c'est un médicament qui traite de manière efficace cette pathologie. Les nausées, les vomissements, les spasmes musculaires, les troubles du sommeil, etc., etc. Et donc, on considère aujourd'hui, en tout cas les usagers de la fleur de cannabis comme médicament, considèrent que c'est un traitement relativement efficace et pour lesquels il n'y a pas de contre-indication majeure. En tout cas, ça n'est pas à ce stade, on n'a pas mesuré de contre-effets significativement dangereux qui pourraient justifier une mise à l'écart de ce traitement. Pour autant, on est dans un pays d'expérimentation, donc on expérimente. Donc 3 ans, ça fait 3 ans que ça dure, avec des résultats qui sont... Alors tout ça est bien encadré, forcément, hein, c'est fait par les corps médicaux, et avec des résultats absolument probants. Les fleurs de cannabis sont fournies par un laboratoire qui est au Canada, gratuitement pendant cette phase de test, avec l'hypothèse que les vertus soient reconnues à un moment donné comme justifiant la mise en marché de tout ça de manière étendue, avec remboursement de la sécurité sociale si nécessaire. Et là, patatras, la dernière loi qui a été votée pour la sécurité sociale, le gouvernement a sorti la fleur de cannabis des traitements. Donc pas de remboursement. Donc pas de remboursement. Et, donc, et du coup,
le fournisseur a dit stop, je stoppe Oui. mes fournitures. Et donc, on arrive à un arrêt brutal de ces traitements, sauf qu'il y a quand même un certain nombre de patients qui sont en cours de traitement et qu'on n'arrête pas un traitement du jour au lendemain, un traitement antidouleur. Si on doit changer de traitement, il faut du temps, parce qu'il faut une transition, etc. Et il n'y a pas à ce stade de solutions alternatives aussi efficaces que les fleurs de cannabis pour traiter notamment des douleurs chroniques. Et donc là, ça plonge la communauté des soignants et la communauté des patients concernés dans un profond désarroi, parce que quand c'est utilisé, c'est réellement sur des pathologies extrêmement difficiles. Et donc, il y a une angoisse et on comprend qui touche cette communauté. Donc voilà, donc on est un peu tous stupéfaits de cette décision. Alors, ce qui est intéressant, c'est de creuser pourquoi finalement la France supprime-t-elle aussi brutalement un traitement qui fait ses preuves. Et là, on se rend compte, quand on gratte un peu, qu'il n'y a pas de raison valable, en fait. Il y a pas de, là, encore une fois, on est dans un monde qui est régi par le principe de précaution. Donc, je pense que c'est quand même ça qui est à l'origine. Alors, peut-être que l'histoire demain va isoler de vraies bonnes raisons de cette décision, mais à ce stade, en tout cas, on ne les touche pas du doigt. Moi, je crois qu'il y a aussi, il y a d'une part ce principe de précaution qui fait qu'on n'ose pas aller dans des voies, notamment quand il y a un sujet aussi polémique que le cannabis, parce qu'il y a cette portée symbolique du cannabis. Et là, c'est peut-être la dimension politique qui rentre en ligne de compte, parce qu'un gouvernement qui valide le cannabis, alors même si c'est pour des raisons médicales, peut-être qu'en termes d'effet de communication, il donne un signal vis-à-vis du cannabis en général et du cannabis récréatif. Et donc, c'est peut-être une simple posture politique et idéologique, au mauvais sens du terme, qui fait qu'une décision avec des effets sur la santé soit prise. C'est probablement ça qui est en train de se passer. Donc, ce qu'on peut se dire à ce stade, c'est qu'on est peut-être dans un moment où la décision est brutale, mais peut-être que la raison va revenir parce que maintenant, les médecins montent au créneau, les études ressortent, les preuves de l'efficacité du traitement sont mises sur la table et que peut-être ça fera changer d'avis le gouvernement sur cette décision. Je crois que tu as tout dit. Ça va entraîner pour l'instant un marché noir. C'est évident parce que celui qui souffre dans ses os de la douleur, il ne va pas accepter de ne pas avoir un traitement et donc il va réveiller les circuits interdits et c'est très dangereux. Donc très bien. Rojingle, culture. À une interview, Michel Onfray dit « J'aime les incandescents au service de la foi ». Comme nous avons à notre disposition aujourd'hui un esprit ouvert, éclairé, poli, savoir polytechnique, c'est M. Eddie Mahajo, qu'est-ce que ça évoque pour lui, Michel Onfray, qui comme lui, comme Eddie Mahajo, à une autre échelle, une star médiatique, qu'est-ce que ça évoque pour lui qu'Onfray ainsi soit préoccupé par les problèmes de foi, d'existence de Dieu, de Jésus? Est-ce que c'est que marché qu'il a trouvé ou est-ce que ça correspond à toi qui connais bien les rouages médiatiques? Alors, Michel Onfray existe parce que les médias l'ont fabriqué. Bon, rappelons que c'est un philosophe français, un prof de fac, au départ, qui est passé de l'extrême gauche bien pensante à l'extrême droite la plus décomplexée. Il publie d'ailleurs un certain nombre de magazines qui s'affichent très clairement à l'extrême droite de l'échiquier politique. Il a d'ailleurs élu domicile en Martinique, vous savez, à Saint-Pierre, et c'est quelqu'un qui est amoureux de la Martinique. Bon, alors, vous aurez compris que je ne partage pas les idées de Michel Onfray, et cette espèce d'ode à la liturgie, à la religion de manière générale, n'est pas surprenante. D'ailleurs, il tire à boulet rouge
pas seulement ici, de manière régulière. D'ailleurs, ici, dans l'interview du Point, il dit j'ai écrit 150 livres, Ouais. j'en ai 5 ou 6 sur la religion, donc je ne suis pas obsédé de la religion. Par contre, il tire sur tout ce qui est valeur progressiste dans la religion. Donc il démolit Vatican II, puisqu'il dit j'aime tout ce que Vatican II a détruit. Le sacré, la transcendance, le symbole, l'allégorie, l'incandescence, La la messe en culture, latin. la messe en latin. On voit bien que ça, c'est le non-non de la culture d'extrême droite dans l'Église. Bon, contre homophobes, contre le mariage des prêtres, etc. Bon. Donc on est dans un rapport, je dirais, de confidence qui me paraissent quelque peu malsaines, en lien avec l'environnement et l'univers de Michel Onfray. Et ce glissement progressif vers l'exclusion, la discrimination, voire le racisme, c'est pas acceptable. Alors là, c'est une petite conversation toute douce sur la religion et cette passion pour les purs. Mais en réalité, ça cache derrière une philosophie qui est peu acceptable dans une société multiethnique, multiconfessionnelle. Et Michel Onfray, je regarderai à 2 fois avant de le recommander en matière spirituelle. Le réquisitoire est suffisant. Musique. Bon, nous allons parler de musique. On t'a laissé une bonne tranche horaire. Simon Giraud. Oui, permets-moi, avant de faire un petit clin d'œil à Grégory Privat, Oui. qui a reçu voilà, le Django Django Reinhardt. Reinhardt, exactement. Voilà, l'un des meilleurs musiciens français. En fait, c'est le meilleur musicien on va faire un français. sujet. Alors, On va faire un sujet sur lui. Bon, la famille Privat, Pisfos. Ouais. Alors, Simon Giraud, c'est un musicien qui a occupé l'espace quand même en Martinique. Pendant les 30-40 dernières années, Simon a donné... Non, mais parce que bon, Simon... Il fait des fêtes patronales magiques. Hein. Ah oui, c'est ça. Continue. Voilà, en fait, parlons au présent, si tu veux bien. Oui. En tout cas, Simon, depuis les années 68, il a commencé à travers les Mérylades, à travers les New Plays, et puis il est entré dans la Perfecta. Et dans la Perfecta, il a remplacé un gars qui s'appelait Norobert, qui jouait à la guitare, je me rappelle très bien de lui. Ce qui est extraordinaire avec Simon, c'est qu'avant la Perfecta, il avait déjà son nom, parce qu'il faisait déjà des albums, il faisait des 45 tours. Il avait déjà un succès. Et quand il est entré dans la Perfecta, il a porté à la Perfecta. Je me rappelle qu'il y avait un morceau qui s'appelait Cumbia, qui passait très bien pendant le carnaval. Mais à la Perfecta, il y avait des jalousies, parce que Simon, dans ce côté, il avait déjà son nom, et il faisait ses albums, mais en même temps, il était musicien de la Perfecta. Alors, il faut ça rouler. Enfin, bref. En tout cas, on va le découvrir, puisque je crois que les images sont fondamentales, dans un titre qui s'appelle Si, bon, dit bon, avec Jean-Philippe Martelly et Polo Albin. Moi choisi musicien, mais moi pas à danser. C'est bon, Marie, moi cordonnier, moi toujours sans souliers. C'est bon, Marie, moi matelas, c'est moi qu'à dormir à terre. C'est bon, Marie, moi c'est docteur, moi pas jamais soigné. C'est bon, Marie, moi ébénique, moi qu'à ciser à terre. Tout travail qu'à négliger quand y'a profit des hommes. Eh oui, dans la vie, c'est ça nous toujours, ouais. Pas regarder ça qu'a fait, pas trop chercher comprendre, cordonnier toujours mal chaussé. Alors, il a fait un long chemin avec la Perfecta, et j'ai encore le souvenir de Daniel Ravo, bien sûr, de Roland Pierre-Charles, de Tigus Naudin, et Simon a véritablement pris sa place au sein de la Perfecta. Alors, quand il y a eu des turbulences, après, en 78, il a créé un autre groupe qui s'appelait Opération 78, qui existe jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je dois dire que Simon, c'est lui aussi qui a révélé Jean-Philippe Martelly. Il a ouvert la porte à Jean-Luc Alger. Il a chanté, il a joué avec Édith Lefel. Il a eu un itinéraire extrêmement fécond. Et beaucoup de gens disent que Simon, c'est le créateur du zouk. Alors, on va voir une interview qu'il a fait à l'occasion d'un concert à Paris avec une chaîne de télévision française où il va parler de lui par rapport au zouk. Oui.
Voilà, faut pas se faire. Simon Jurade, bonjour Simon. Bonjour. Alors, c'est du zouk, hein, Popo? Bien sûr, Voilà. c'est du zouk. Alors, est-ce que ça veut dire que la biguine est enterrée ou... Non, disons que la biguine se porte bien, Ouais. mais seulement le zouk, c'est justement à partir de la biguine, c'est une symbiose tout simplement de nos influences culturelles. Ouais. Et puis c'est la musique qui marche vraiment maintenant, non seulement aux Antilles, mais aussi ici. Absolument, et puis surtout que ça apporte beaucoup de soleil et du piment, comme on dit. Vous avez quel âge? Oh là là, quelle question. Quelle question? Non, je demande ça, je vais vous dire pourquoi je lui pose la question. C'est parce que c'est le père, Simon Jurade est le père du zouk. Oui, oui. Alors, on Ça va me vieillit changer un peu, les d'ailleurs. choses, je vais poser la question autrement. Le zouk à quel âge? Ah, le zouk, c'est un piège. Oui. Disons que le zouk, il y a 15 ans que je fais du zouk. 15 ans, j'ai pris cette musique en main. Voilà, alors c'est vrai que Simon, il a peut-être donné les premières impulsions à une forme de musique qui est devenue le zouk. Alors, il va en parler tout à l'heure de Kassav et on va voir un petit peu compléter son message. En tout cas, c'est un compositeur qui a beaucoup de chansons. Il a composé a priori 93 à 100 chansons. Vous voyez, il a eu beaucoup de succès. Il y a eu Pitié, il y a eu Pas émigré. Hein, ils sont aussi intégrés dans la problématique. Hein, il y a eu Pays à besoin de virer. Donc ça fait partie, bien évidemment, de l'apport aussi social que les artistes portent à notre histoire. On va écouter un troisième titre, c'est à l'occasion effectivement d'un concert au Casino de Paris qui s'appelle Pitié. Cha, 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 cha. Pour les papas et les mamans, pour les enfants du monde entier, victimes de ces interminables guerres, c'est pour vous que je chante cette mélodie. Pour ces gamins qui meurent de faim, pour ceux qui n'ont jamais connu la paix. Alors voilà, donc Simon a été un meneur d'hommes. Il a été un chef d'orchestre. Il a animé énormément de bals partout. Donc, je veux dire que la musique de danse, ça a sa place aussi dans, dans nos consommations. Il a aussi, avec Jean-Michel Morillo, créé un groupe qui s'appelait Ambiance Payotte pour pouvoir refléter un petit peu l'ambiance. Mais Simon, c'est aussi autre chose. Il s'est essayé à d'autres musiques. On va écouter un nouvel titre qui s'appelle Marie-Soleil, qui clash complètement avec ce qu'il fait d'habitude, et avec le chant de Serge Ponsard. Feu, point. Prenez ma tire, vous ne ferez pas un martyr. Je m'en fous, mais ne prenez jamais rendez-vous avec celle dont je suis fou. Prenez la caisse si l'argent vous intéresse. Tant pis pour vous. Mais ne touchez jamais à Marie, la femme de toute ma vie. Je t'aime, adore, je t'aime. Marie, Marie soleil, Marie merveille, Marie je veille sur ton sommeil. Voilà, ça tranche avec ce qu'il Totalement. nous donne, mais c'est plein d'énergie, plein de douceur, plein de beauté. Serge Ponsard, magnifique chanteur, rappelons-nous Pays moins joli, chanté par Serge Ponsard, le morceau de Mario Canonge. Alors Simon aussi, c'est Santana, Carlos Santana qui avait repris un titre à lui qui s'appelait Rouler. Et je me rappelle très bien parce qu'on avait été sollicité par la SACEM pour qu'il y ait des autorisations de reprise avec des arrangements. C'était une procédure. En tout cas, c'est une confirmation de l'apport de Simon. Simon, c'est un répertoire, et puis c'est beaucoup. Je vous ai parlé d'Edith Lefel, Jean-Philippe Martelly, tous ces gens-là avec qui il a joué. On va écouter un cinquième titre, je pense, où il nous parle de Kassav et du zouk toujours. Kassav, c'était les années, surtout 80. Et là, c'est
c'est très costaud au niveau créativité, au niveau, et puis c'est là qu'a démarré le vrai zouk. Et moi j'en suis fier parce que Kassav quand même, c'est une référence et ça permet à tous ceux qui viennent derrière de prendre des repères sérieux. Oui, il y a une relève, mais il faut s'inspirer plus profondément de Kassav parce que je pense qu'en ce moment, il y a une absence de mélodie dans ce que j'entends. Je ne vais pas généraliser, mais cependant, je pense qu'on devrait se pencher beaucoup plus sur les mélodies et les arrangements parce qu'il y a beaucoup de morceaux, autoroute, je dirais. Pour rire, Jean-Philippe Martelly, hein. Surtout les nous boire deux coups. Hein. Alors on est bien. J'ai tenu à passer ça parce que c'est vrai qu'on dit Simon Girard, le père du zouk, mais il reconnaît aussi que Kassav, s'il a peut-être donné les premiers fonds baptismaux, si je puis dire, Kassav a considérablement dynamisé et voilà, et complété. Donc je crois que c'est symboliquement, c'est intéressant quoi, de voir cette symbiose qu'il y a entre ces gens-là. Alors je vous l'ai dit, il a travaillé aussi avec Roland Brival, il a travaillé avec beaucoup d'artistes. Et puis pour terminer, Simon, il s'est aussi proposé comme chanteur. Oui. Et là, on va repasser un peu un ancien clip qu'il a fait avec Suzy Tribault. En tout cas, Simon, merci beaucoup pour ta contribution à la musique martiniquaise et puis longue vie, hein, Simon. Très bien. En paradis, en les latins, comment qu'a trouvé trop belle pour savrer, vini blotti ou dans bras moi, qui te mundi tout ça yolé, ça pas la pli pour mouiller nous, mettez la main dans l'homme, mais moi, pas la peine nous garder derrière. Mama, 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 Souvenir du passé, souvenir des zouks, souvenir des petites copines, des petites amies, des mots d'amour. Avant de nous quitter, laissez-moi vous citer un extrait d'un bouquin que j'ai relu. C'est Jonathan Le Goéland qui comprit que l'ennui, la peur et la colère sont les raisons pour lesquelles la vie des goélands est si brève. Et comme il les avait chassés de ses pensées, il vivait pleinement une existence prolongée et belle. En fait, comme Jonathan Livingstone Le Goéland, vivez une vie sans colère, sans peur, sans animosité, avec beaucoup d'amour. Et vous revenez nous écouter la semaine prochaine. À très bientôt. Merci tout le monde, merci l'équipe et merci à vous, mes partenaires bien aimés. Merci à vous. Au revoir.